maladie, elle m'a permis, je pense, d'être un peu moins me projeter dans le futur, d'être un peu le plus présente là. Enfin, voilà, ça a un peu bouleversé tout ça. Alors moi je suis Esther Espinosa, j'ai 24 ans, je suis encore étudiante, je suis en année préparatoire au doctorat, donc j'ai réussi à prolonger cette année pour possiblement faire un doctorat et avoir une bourse l'année suivante. Et en août dernier, du coup, on m'a découvert une tumeur cérébrale juste ici. Du coup, en juin 2022, j'ai commencé à faire ma première crise de convulsion. Donc du coup, je suis venue aux urgences. On m'a pas fait de scanner, donc du coup, je suis rentrée chez moi. Et après, dans l'été, j'ai beaucoup travaillé, etc. Du coup, j'ai refait des crises et en août, j'en ai fait une qui était assez importante. Donc on m'a emmenée aux urgences à Aix, ça a duré un petit moment. Là, ça y est, on m'a fait un scanner, IRM, etc. Et on a mis du temps à me dire ce que c'était. On m'a dit au début que c'était une lésion cérébrale, puis après voilà, une tumeur cérébrale et aujourd'hui un astrocytome de grade 2. Et puis en septembre, du coup, très rapidement, j'ai été admise ici à la Timone dans le service du professeur Dufour et j'ai été accompagnée et suivie par le docteur Boissonneau et la neuropsychologue Alizé Pan. On a donc fait en septembre 2022 une opération éveillée du cerveau et rendormie sous hypnose, donc grâce à Alizé Pan. Ça s'est très bien passé. Mieux que ce qu'on espérait puisque ça atteignait notamment la zone du langage et de la motricité droite. Je devais être en centre de rééducation, ça n'a pas été le cas. J'étais très contente à son temps. Le personnel a été très bien, en tout cas j'ai été très bien suivie. Donc ça s'est très bien passé. Puis après, on a réussi à m'enlever. C'est parti en recherche pour savoir qu'est-ce que j'avais. Donc voilà, j'ai un astrocytome de grade 2. C'est pour ça que depuis cette semaine, du coup, tous les jours, je fais la chimiothérapie et une radiothérapie ici à la Timone. Et là, je suis en mode repos pour un peu souffler de tout ça. Par la suite, bon, c'est encore à confirmer, par la suite, normalement, jusqu'à la fin de l'année, j'aurai une semaine par mois de chimiothérapie. C'est vrai qu'avant l'annonce de ma maladie, du coup, je faisais des études d'anthropologie à l'école des hautes études en sciences sociales. C'était un rythme assez soutenu et c'était en vue de faire un doctorat rémunéré. C'est vrai qu'avec l'annonce de la maladie, il y a eu beaucoup de fatigue. C'était pas possible avec l'opération, etc., de pouvoir continuer ça. Heureusement, j'ai eu un prolongement de mon année préparatoire au doctorat. En parallèle, c'est vrai que l'année juste avant, j'avais fait une formation en langue des signes française. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre parce que ça touchait du coup, au langage, à la parole, à la motricité droite. Donc ça a un peu bouleversé tout ça, en tout cas sur ma vision du futur. Et c'est vrai que la maladie, elle m'a permis, je pense, d'être un peu moins me projeter dans le futur, d'être un peu le plus présente là. Voilà, ça a un peu bouleversé tout ça, mais j'essaie d'en tirer du bien. La maladie, elle a vraiment changé mon rythme de vie et c'est vrai que vis-à-vis de mes études, en fait, j'ai la chance quand même d'être à l'école des hautes études en sciences sociales qui m'a permis en fait d'avoir une année où je peux m'impliquer mais sans trop d'efforts vu que c'est une année de transition en fait sur un doctorat. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me projeter pour l'instant dans un doctorat étant donné que voilà, je suis encore sous chimiothérapie. Mais là, je mets un gros accent sur l'écriture et la lecture. C'est vrai que l'Académie des proches, il y a une part où j'ai pu du coup mettre du temps dans des cours d'écriture, des ateliers d'écriture, pour l'achat aussi de livres, etc. Donc c'est vraiment ce qui me fait du bien actuellement et qui peut me projeter en tout cas dans le futur à quelque chose de plus adapté à ma maladie. Ça a été
un peu particulier. Je pense que pour les personnes qui sont très proches de moi, évidemment, ça a été très difficile. Après, en effet, il y a des personnes à qui ça fait très peur et c'est peut-être moi qui ai mis un peu plus de distance aussi. C'est vrai que vis-à-vis des autres, ça a un peu changé. J'ai des amis qui ont été très présents pour moi. C'est ça vraiment qui m'a fait tenir jusqu'ici, je pense, et qui me fait tenir jusqu'ici. Bonjour, Mathilde Bonnet, j'ai 25 ans. Du coup, j'ai connu Esther, on a fait cette licence de sciences et humanités à Saint-Charles il y a quelques années maintenant. Elle a pris la voie plutôt de la recherche en sciences humaines et sociales. Et moi, je suis partie en master de politique sociale à Avignon, où j'ai eu la chance de travailler avec l'association CAR 84, qui accompagne les travailleurs indépendants et chefs d'entreprise atteints de cancer et de maladies chroniques dans tout leur parcours de soins, tous les dossiers qu'ils ont à faire et on va dire dans leur quotidien. Ça a été notamment le dossier de la maison départementale du handicap. Donc le dossier était assez conséquent, ça a été quand même assez difficile. J'ai déposé mon dossier, ça y est. Je n'ai toujours pas encore de réponse, ça prend énormément de temps. Pour l'instant, j'ai pas d'aide. En fait, voilà, c'était dans toute cette recherche donc avec la MDPH, avec les associations. Je me suis permise d'appeler Christine et de lui demander comment faire, si elle avait des liens, si elle avait des conseils. Elle m'a gentiment renvoyé un mail avec toute la liste des dossiers que tu étais en train de faire. Et là, elle m'a parlé de la cagnotte des proches en me disant que c'était peut-être une solution, on va dire, tremplin, si je peux dire, en attendant d'avoir des retours d'autres dossiers. Et là, on s'est dit pourquoi pas. Alors mes revenus quand j'étais étudiante, je travaillais en parallèle sur les marchés d'Aix-en-Provence, sur le Pont Mirabeau. Je faisais ça notamment sur des grosses périodes, donc l'été et l'hiver. Ma dernière crise de convulsion, par la suite j'ai su pour mes maladies, c'était mon dernier jour de marché cet été, l'été dernier. Je devais donc en novembre 2022 reprendre ce travail-là, ça n'a pas du tout été possible, j'étais post-opératoire, etc., donc c'était pas possible. Ce qui m'a fait en effet un gros trou dans mon budget. Alors, les bénéfices de la cagnotte des proches dans mon quotidien, étant donné que les aides, et notamment la maison départementale des personnes handicapées, a mis beaucoup de temps à me répondre et met toujours beaucoup de temps à me répondre, j'ai pu, grâce à la cagnotte, donc en effet payer mon loyer. Par exemple, j'ai acheté, c'est bête, mais des choses pour mettre dans mon quotidien, une armoire médicale, Une grande armoire médicale. Ah, c'est vrai qu'on se rend pas compte quand on il y a beaucoup de médicaments et beaucoup de piluliers et beaucoup de choses à faire, et c'est vrai que ça me demande beaucoup de concentration toutes les semaines, tout ça. Donc, des choses pour faciliter mon quotidien, pour mieux manger aussi, donc au niveau des repas, et tout simplement pour vivre à côté. J'ai du coup aussi pour payer mes cours d'écriture, pour payer mes frais de scolarité, pour m'acheter après, ça c'est plutôt mon bien-être, donc des livres. Me faire du bien, parce que c'est vrai que dans cette période-là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, il fallait que je me trouve aussi une occupation qui me fasse du bien, et c'est vrai que du coup, la cagnotte des proches a participé au fait que je puisse du coup faire ces cours d'écriture, me faire la lecture, etc. Chose que j'aurais jamais fait si j'avais pas eu ces sous-là. C'est assez impressionnant, moi je me rappelle du coup avoir parlé, discuté avec les parents d'Esther, et c'est vrai qu'ils ont été super émus. Moi, j'ai pas du tout senti de culpabilité de leur part, bien au contraire. Oui, puis c'était impressionnant. Ouais. Et les personnes, moi, ça remonte vraiment à mon enfance, quoi. Des amis de primaire, de collège, de lycée, de licence, de master, juste tout mon parcours scolaire aussi. Des gens de mon passé avec qui j'avais plus trop de liens, en fait, ça a refait un peu ce lien-là. Même si je sais que je réponds pas à tous les messages, ils sont très lus, et ils me font chaud au cœur, et ils m'aident beaucoup aujourd'hui, quoi. Et ils m'ont aussi aidé. Beaucoup. Alors pour le coup, moi j'ai eu un peu cette hésitation autour de la cagnotte, parce que ça voulait dire du coup exposer à tout le monde ma maladie.
je suis malade, j'en suis consciente. C'est une partie de ce qui me définit, mais il n'y a pas que ça. Donc ça voulait dire aussi exposer ça à tout le monde et du coup aussi gérer peut-être ce qu'il allait avoir derrière. Après, c'est vrai que l'aspect financier, déjà, il n'y avait que du bon à prendre. Et en fait, il n'y a pas du tout eu cette charge à gérer derrière, on va dire, avec les personnes et tout ça. Il y a eu des messages, il y a eu beaucoup de bienveillance. Et puis, c'est pas moi qui gérais la cagnotte non plus, c'était Mathilde. Donc, c'était vraiment que du plus. Pour les personnes qui ont du mal, je pense que faire comprendre à travers cette cagnotte qu'il y a la maladie, mais qu'il n'y a pas que ça et que c'est grâce à des cagnottes comme ça qu'on peut aussi ne pas vivre que avec sa maladie et faire d'autres choses aussi, quoi. Codigester, c'est que du plus, et on récolte que du plus. Alors pourquoi ne pas le faire? Non, franchement, vraiment, pourquoi ne pas le faire? Alors là... J'ai été reçue à la Timone, en tout cas pris en charge à la Timone, c'était vraiment très bien, en tout cas au niveau des docteurs, de la prise en charge de ma maladie, etc., de l'annonce de ma maladie. Ça a été difficile évidemment, mais j'ai été suivie en neurochir au tout début par le docteur Boissonneau qui a été super avec l'équipe, etc. Il y a eu un vrai travail en amont pour que l'opération se passe bien. Et j'ai été très bien entourée, j'ai pas été lâchée dans la nature comme ça. Ici, à la Timone en radiothérapie, il y avait une équipe qui était incroyable. J'ai pleuré le dernier jour où je suis partie, alors que c'était quand même la fin, mais je les ai vraiment beaucoup aimés. Donc voilà, on peut dire que les locaux sont peut-être pas au top, mais moi je préfère 1000 fois que je sois entourée de personnes très compétentes que l'inverse. Et là aujourd'hui, je suis suivie par le docteur Petrina, qui est très bien, très attentionné avec moi. Même si au début, on a dû un petit peu s'apprivoiser, il saura pourquoi je dis ça. Voilà, je suis très entourée, ils sont très à l'écoute. Au niveau aussi du personnel soignant à l'hôpital, en dehors des docteurs qui sont très compétents, moi j'ai été très touchée, que ce soit par les infirmières, même les brancardiers qu'on a tendance à oublier, mais qui sont quand même très importants. Et notamment, j'ai un souvenir quand j'étais en réanimation, tout en bas, j'appelle ça. J'ai eu un aide-soignant qui m'a énormément marquée et qui a été très présent dans un moment où du coup c'était juste post-op et donc c'était très angoissant et c'était un peu douloureux, il y avait beaucoup de choses. Et donc il était surnommé Chouchou. J'ai essayé par la suite de le retrouver parce qu'il m'a énormément marqué. Je lui avais laissé un mot, je ne sais pas s'il l'a vu. Mais c'était l'aide-soignante de nuit. C'est des personnes, en fait, s'il n'y avait pas eu ce travail avec tout le monde, je pense que j'en serais pas là non plus. Ça a été vraiment un travail aussi collectif sur le personnel. Donc c'est bien. Pensez à Chouchou. Donc c'est Chouchou. C'est Chouchou. Alors,